Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Ariane Rouby, première vice-présidente de l'ISNARI-MG, donc l'intersyndicale nationale autonome des internes de médecine générale. Et je vais vous présenter du coup ce webinaire organisé avec notre partenaire le CFP, le Congrès français de psychiatrie. Et du coup aujourd'hui ce sera le docteur Porta Bonnet qui va nous présenter cette conférence sur quel antidépresseur prescrire et comment faire le switch des antidépresseurs en cas d'échec du premier antidépresseur pour nous les médecins généralistes. Du coup le docteur Porta Bonnet est psychiatre au CH de Bordeaux au sein notamment de l'unité dépression et troubles anxieux et il a co-dirigé l'ouvrage collectif La santé mentale en France paru en 2024. Voilà, je vous laisse commencer peut-être. Eh bien, chère Ariane, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'animer cette session du soir qui va parler des antidépresseurs en médecine générale et en fait plus largement en soins primaires. Comme vous l'avez dit, je suis donc praticien hospitalier à Bordeaux et en sein de cette unité régionale d'Aquitaine pour la dépression et l'anxiété résistante qui répond au doux nom de Radar. L'idée en fait est de passer à peu près donc 45 minutes sur la présentation et donc après de concentrer les questions pour le quart d'heure suivant et pour tout ça nous faire finir avant 21 heures et respecter le timing serré que vous nous avez fixé. Je présente bien sûr mes liens d'intérêt avec Johnson & Johnson. C'est le laboratoire qui produit entre autres l'eskétamine, consulting intervention, et Lundbeck, le laboratoire qui produit entre autres la vortioxétine, un antidépresseur. Avant d'arriver au cœur de la présentation et donc en fait à cette diapositive qui est une diapo d'introduction, je suis convaincu que le sujet de la dépression en médecine générale et plus exactement en soins primaires et encore plus exactement des antidépresseurs est un sujet absolument capital. Et c'est un sujet absolument capital, même la Haute Autorité de Santé le dit, elle le disait en 2018 déjà, c'est la dernière ligne qui m'intéresse le plus ici, et les médecins généralistes sont à l'initiative de 90% des traitements antidépresseurs. Ce chiffre est quand même énorme, c'est-à-dire que la Haute Autorité de Santé nous dit que 90% des traitements antidépresseurs en France sont initiés par des médecins généralistes. Alors, bien évidemment, après, il y a du relais qui est faisable, mais l'initiation du traitement se fait par les médecins généralistes dans 90% des cas. Au passage, la Haute Autorité de Santé nous rappelle que les troubles mentaux représenteraient 15% des consultations de médecine générale. On a quelques papiers qui disent même plus, qui disent 20, 25, voire 30%. Et ils nous disent aussi qu'en cas de problème psychologique ou psychiatrique, la majorité de la population dit qu'elle consulterait d'abord son médecin généraliste. Voilà. Donc, je pense vraiment que l'organisation de ce séminaire, ça tombe à pic, que c'est important et que c'est un sujet absolument d'actualité, et cela depuis plusieurs années. Avant de passer à cette diapositive, peut-être aussi un mot de l'angle et de l'esprit qui va guider ma présentation ce soir. L'idée n'est pas de faire un topo exhaustif sur les antidépresseurs. L'idée n'est pas non plus de faire un topo exhaustif sur la dépression, parce que je sais qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres webinaires qui traiteront de ce thème-là. L'idée est vraiment, en quelques dizaines de minutes, de répondre à votre commande, Ariane, c'est-à-dire de parler des antidépresseurs spécifiquement en médecine générale et en soins primaires, donc avec un abord pratique, évidemment. Petite question qui est en fait une question sondage, donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Pour répondre à cette question, vous pouvez aller dans le petit onglet, dans le petit bouton question qui est en bas à droite de votre écran et répondre par ce biais-là. La question est la suivante. Dans votre pratique, quel est le traitement antidépresseur que vous utilisez le plus? Donc il y a le droit à une seule réponse. Est-ce que c'est l'escitalopram, la duloxétine, la fluoxétine, la miancérine, la mirtazapine, la paroxétine, la sertraline, la vinlafaxine,
la vortioxétine ou encore un autre? Alors, je vois que les premières réponses arrivent. Alors, essayez de bien répondre par les lettres du QCM, peut-être, même si je commence à avoir des tendances. Je vois que la sertraline revient très souvent. Un petit peu d'écitalopram, sertraline, escitalopram, et puis je vois passer un peu de fluoxétine, de myrtazapine. D'accord, je suis assez marqué par la très forte réponse autour de la sertraline, qui semble être, à vue de nez comme ça, votre antidépresseur favori. Bon, il y a aussi un petit peu du reste, et bien évidemment. Ok, c'est intéressant. Alors, quelques mots pour replacer le contexte, parce que je suppose que vous avez une journée de travail difficile, vous avez parlé de tout autre sujet que de celui de la dépression, donc quelques mots de contexte, une définition. Alors, je dis, c'est pas la définition, c'est une définition. Je l'emprunte au DSM-5, vous savez, qui est cette classification internationale qui vient des États-Unis et qui fait globalement référence dans le monde. Il pourrait y avoir d'autres définitions, mais on va se fier à celle-ci. Donc, le DSM-5 nous dit que la dépression, ou plutôt l'épisode dépressif caractérisé, EDC, répond à une sémiologie particulière. Pour parler d'épisode dépressif caractérisé, il faut avoir au moins 5 symptômes parmi les 9 que j'ai indiqués sur la diapositive. Premièrement, une humeur dépressive qu'on pourrait qualifier de morose, de triste, de cafardeuse. Deuxièmement, une anédonie, c'est-à-dire la perte de plaisir ressenti. Troisièmement, une modification du poids ou de l'appétit. Quand je dis modification, ça peut être en plus, donc gain d'appétit, gain de poids, ou en moins, perte de poids, perte d'appétit. Quatrièmement, une modification du sommeil. Là aussi, ça peut être en moins ou en plus, donc une insomnie ou une hypersomnie. Ça peut être aussi une altération de la qualité du sommeil, par exemple, avec des cauchemars. Cinquièmement, un ralentissement psychomoteur ou une agitation. Donc, en général, plutôt un ralentissement, parfois une agitation, notamment quand on a une dépression anxieuse. Sixièmement, une fatigue classique. Septièmement, des cognitions dépressives. On parle ici d'idées sombres, grises. Ça peut être des idées d'inutilité, des idées d'auto-dévalorisation, des idées de culpabilité. Ça peut être aussi un certain pessimisme sur son avenir, mais aussi sur l'avenir du monde. Huitièmement, des difficultés de concentration. J'ai du mal à suivre une série ou un roman ou un film que je voyais pour lequel d'habitude ça me posait pas problème. Et puis, neuvièmement, des pensées autour de la mort qui peut simplement être l'idée de la mort qui devient un petit peu plus présente et puis qui peuvent aller jusqu'à des idées suicidaires, voire même des idées suicidaires scénarisées, voire même avec une velléité de passage à l'acte. Tout le risque de la dépression est là, mais je ne m'étendrai pas plus aujourd'hui puisque, Ariane, vous me disiez qu'un prochain webinaire serait spécifiquement consacré à la crise suicidaire et au suicide, donc je laisserai cette thématique pour plus tard. Le DSM-5 rajoute une nuance et il dit que certes, il faut au moins 5 symptômes parmi ceux-ci, et dans ces 5 symptômes, il faut au moins qu'il y ait soit le 1, soit le 2. Donc, il y a un symptôme indispensable qui peut être soit l'humeur dépressive, soit l'anédonie. Donc, il faut au moins un parmi ces deux-là, et puis donc au moins 4 autres symptômes. Il faut que ces symptômes soient présents presque tous les jours, presque toute la journée, pendant au moins 15 jours. Vous savez, c'est le délai classique qu'on apprend quand on est externe. Il faut que les diagnostics différentiels, à la fois addictologiques et à la fois somatiques, soient éliminés. Ma symptomatologie dépressive ne doit pas être due à un usage prolongé de substances, par exemple l'alcool ou le cannabis. Ça ne doit pas non plus être dû à une pathologie somatique, par exemple une hypothyroïdie, qui viendrait être seule explicative de la symptôme. Et il faut qu'il y ait un retentissement, soit en termes de souffrance personnelle, soit en termes d'altération du fonctionnement professionnel, familial, social. Et donc, c'est une sémiologie, les symptômes, une durée, les 15 jours au moins, des diagnostics différentiels addicto-somatiques et un critère de retentissement, c'est l'ensemble qui fait le diagnostic de dépression, d'épisode dépressif caractérisé pour le DSM-5.
il est important, quand on est face à une dépression, d'en grader la sévérité. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que de cela va découler la possibilité de prescription du traitement ou pas. On peut simplement grader la sévérité de la dépression en comptant le nombre de symptômes, parmi ceux que je vous ai donnés, ceux du DSM-5, et on peut considérer un peu arbitrairement que si on a 5 symptômes, donc juste le seuil, on est dans une dépression légère. Si on a 6 ou 7 symptômes, on est dans une dépression moyenne ou modérée, c'est synonyme. Et si on a 8, 9 symptômes, c'est une dépression sévère. Alors, cette idée-là a l'avantage de la simplicité. Elle a quand même un inconvénient, c'est que c'est un peu caricatural et que finalement la pertinence clinique est pas fantastique. Sinon, il y a une possibilité, une autre possibilité, c'est de se référer à des psychométries, donc à de la mesure d'un état psychique. Et une des échelles les plus utilisées, c'est l'échelle de Hamilton. L'échelle de Hamilton sur la dépression, elle existe en 2 versions. Il y a la Hamilton 17, qui a 17 questions, et la Hamilton 21 qui en a 21. Je vous ai mis ici un exemple, j'ai fait une capture d'écran sur Internet de la Hamilton 17, je l'ai pris sur le site de MG France, donc un autre syndicat de médecins généralistes, mais pas des internes. Cette échelle de dépression de Hamilton, vous voyez, en fait, donc il y a 17 questions. Elle peut se remplir en ligne. C'est une hétéro-évaluation, donc c'est le soignant, le médecin qui la remplit avec son patient en face. Et il y a une note totale. Globalement, en dessous de 10, il n'y a pas de dépression. Entre 10 et 13, on a une dépression d'intensité légère. Entre 14 et 17, une dépression d'intensité moyenne ou modérée. Et au-dessus de 18, une dépression d'intensité sévère. Je vous en parle aussi parce que en médecine générale, la passation de cette échelle fait l'objet d'une cotation, fait l'objet d'un acte sécu. Voilà. Et donc le site de MG France rappelle que c'est une facturation, une cotation d'à peu près 70 €, je crois 69 €, et cela applicable une fois par an. Voilà. Donc voilà, donc c'est une psychométrie, c'est utile, on le fait une fois par an, on a une vision de l'intensité de la dépression et cela va avoir un impact ensuite sur est-ce que je peux prescrire un traitement et si oui, lequel. Finalement, quand on a tout ça, quand on a notre diagnostic, je vous parlais de sévérité parce que on peut prescrire un traitement antidépresseur une fois qu'on a un diagnostic de dépression caractérisée unipolaire, donc s'inscrivant dans un trouble de l'humeur unipolaire, d'intensité modérée à sévère. C'est pour ça que je vous parlais de l'intensité avant, parce que c'est justement la gradation de l'intensité qui va, dès lors qu'on a une intensité au moins moyenne, modérée, nous ouvrir la voie des antidépresseurs. À l'inverse, toutes les études montrent que les antidépresseurs prescrits dans les dépressions légères sont soit inefficaces, soit peu efficaces, et en tout cas avec un rapport bénéfice-risque défavorable. En tous les cas, il ne faut pas prescrire d'antidépresseurs si l'on est face à une dépression bipolaire, c'est-à-dire à une dépression s'inscrivant en fait non pas dans un trouble de l'humeur unipolaire, mais dans un trouble de l'humeur bipolaire, ce que l'on appelait avant la maniaco-dépression, voire la psychose maniaco-dépressive pour remonter vraiment à des anciens termes. Et ça, c'est important parce que ça veut dire en médecine générale, oui, il n'y a aucun problème pour que j'initie un antidép, mais il faut que j'ai cette vigilance de ne pas passer à côté d'un trouble de l'humeur bipolaire. Parce que prescrire un antidép dans une dépression bipolaire, c'est au mieux inefficace, voire même néfaste, ça peut aggraver le tableau clinique. Alors, vous pourrez voir parfois, dans certains cas, des ordonnances de psychiatres dans des troubles bipolaires avec des antidép, mais je crois que ça relève vraiment de la spécialité psychiatrique dans des cas particuliers, avec des situations particulières. Et donc, globalement, en soins primaires, à mon avis, le message, c'est pas d'antidépresseurs dans la dépression bipolaire. Et donc, la question logique, c'est la dépression bipolaire, comment la reconnaître? Comment la reconnaître? Eh bien, je vous ai mis 2 questions simples et une chose un petit peu plus complexe, mais qui a fait l'objet d'une recommandation de la HAS en 2015 avec pour objet les soins primaires.
Donc, je vous en parlerai. Et bien, la première question, c'est demander à votre patient, c'est aussi ce qu'on fait nous, est-ce qu'un professionnel de santé a déjà évoqué chez vous un trouble de l'humeur bipolaire ou une maniaco-dépression pour les patients. Donc, voilà, donc première question. Et déjà là, vous verrez qu'il y a des patients, ils vous consultent pour une dépression, ils vous avaient pas dit qu'il y avait un trouble de l'humeur bipolaire, et ils disent, oui, en fait, le psychiatre qui me suivait avant, il a dit que j'avais un trouble de l'humeur bipolaire. Donc, première question, et déjà là, on peut trier. Deuxième question, si le patient a répondu non, donc si a priori on n'a pas diagnostiqué de trouble de l'humeur bipolaire, c'est de dire, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez traversé des phases maniaque ou hypomaniaque? Parfois, le patient sait ce que c'est, et puis parfois, il ne sait pas. Et donc là, bon, ce n'est pas l'objet de ce topo ce soir, mais rapidement, vous savez, on peut présenter une phase maniaque ou hypomaniaque comme une phase inverse de la dépression, c'est-à-dire une phase durant laquelle on a l'humeur qui est euphorique, qui est exaltée, on a une énergie folle, où on dort pas et pour autant on n'est pas fatigué, on a beaucoup de projets en tête et parfois un peu déconnant, on a une libido qui augmente, où on parle beaucoup et un petit peu plus vite que d'habitude. Bon, voilà. Donc voilà, ce dépistage de la phase hypomaniaque ou maniaque, il peut se faire en quelques minutes, au moins en soins primaires, et il est intéressant. Le point particulier, c'est qu'une phase hypomaniaque ou maniaque, c'est un état d'humeur constant depuis au moins plusieurs jours. Donc, j'ai été euphorique pendant 1 heure ou 2 heures. Non, c'est pas une phase hypomaniaque ou maniaque. Une phase maniaque, il faut que ça dure au moins 1 semaine. Une phase hypomaniaque, il faut que ça dure au moins 4 jours. Bon, voilà. Donc voilà. Donc, deuxième question, et je reviendrai à ce truc spécifique si vous avez des questions à la fin de ce topo. Et puis, troisièmement, la HAS nous dit il faut rechercher des indices de bipolarité. Et donc, c'est sa fiche mémo, patient avec trouble bipolaire, repérage et prise en charge initiale en premier recours. Et c'est pour ça que je vous la présente, parce que pour la HAS, c'est du soin primaire. Et la HAS nous dit il y a quelques indices qui doivent nous faire évoquer une dépression s'inscrivant non pas dans un trouble unipolaire, mais en fait dans un trouble bipolaire. C'est le cas pour une dépression précoce avant 25 ans. C'est le cas pour des antécédents d'épisodes dépressifs multiples, au moins 3. C'est le cas s'il y a des antécédents familiaux connus de troubles de l'humeur bipolaire. C'est le cas s'il y a une dépression dans le postpartum. C'est le cas s'il y a des caractéristiques atypiques, c'est-à-dire une hyperphagie et une hypersomnie. C'est le cas s'il y a des caractéristiques psychotiques. Je parle ici d'idées délirantes et d'hallucinations. C'est le cas s'il y a une réponse atypique aux antidépresseurs, et c'est un peu ce que je note là, soit une non-réponse thérapeutique, soit une aggravation des symptômes, ou l'apparition d'une agitation ou d'une hypomanie ou d'un virage hypomaniaque ou maniaque sous antidépresseurs. C'est aussi le cas quand on a certaines particularités de l'épisode dépressif, comme une agitation, comme une irritabilité, comme un début et une fin abrupte, sans facteur déclenchant. Eh bien, tous ces éléments-là, la HAS nous dit, ce sont des indices qui doivent nous faire penser à une dépression bipolaire. La HAS ajoute, attention, un seul de ces indices n'est pas du tout pathognomonique d'une dépression bipolaire et d'un trouble bipolaire. En revanche, si chez un même patient, vous en retrouvez plusieurs, 3, 4, 5, là, franchement, posez-vous la question et considérez votre diagnostic. Voilà. Donc, moralité, pas d'antidépresseurs dans les dépressions bipolaires qu'il convient, à mon sens, de chercher, y compris en soins primaires. Venons-en maintenant. Donc, nous avons fait le diagnostic d'une dépression caractérisée. C'est pas de l'addicto, c'est pas du somatique, c'est d'une intensité moyenne à sévère. C'est pas une dépression bipolaire. On en vient à la prescription des traitements antidépresseurs. Et je vous ai mis cet excellent tableau qui est emprunté à notre confrère, le docteur Igor Tiriez, qui est PH de psychiatrie, et qui a repris la pharmacopée des antidép. Moi, les infirmières dans mon service ont affiché ce tableau à côté de la pharmacie du service. Et alors, vous voyez, la première idée, c'est qu'il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont sur le marché. Il y a une pharmacopée d'antidépresseurs qui, aujourd'hui, en 2025, est importante. La question, c'est vous, en soins primaires, vous allez piocher dans quelle boîte? Eh bien, c'est assez simple. Les antidépresseurs de première et de deuxième ligne, c'est-à-dire primo-prescription première et puis ensuite une prescription en cas d'échec, sont 3 familles.
Premièrement, les fameux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui schématiquement augmentent le taux de sérotonine dans les synapses. C'est les ISRS, ce qu'on cochait toujours au concours de l'internat, et on était sûr d'avoir juste quand on cochait ça. Deuxièmement, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSNA, qui rajoutent une augmentation de la concentration de noradrénaline dans les synapses. Et troisièmement, des antidépresseurs avec une structure en 4 cycles, tétracycliques, et j'ai nommé la myancérine et la mirtazapine. Voilà. Globalement, c'est parmi ces familles-là qu'on va piocher en soins primaires, en première et en deuxième intention. Dans le tableau, ils correspondent donc à ces 3 couleurs, cette sorte de rose-violet là que sont les IRSN, le bleu les ISRS et puis le vert-jaune les tétracycliques. Je reviendrai un peu plus spécifiquement dans une diapositive suivante sur les particularités des molécules parce que c'est vraiment l'avantage de ce tableau. Avant cela, on va balayer les contre-indications communes et les effets indésirables communs et les précautions d'emploi communs. C'est d'abord ça, avant de rentrer dans la finesse des quelques spécificités. D'abord, on ne peut pas associer ces antidépresseurs-là à une autre classe d'antidép que sont les IMAO, les inhibiteurs de la monoamine oxydase, qui sont très rarement utilisés par chance. Ils sont parfois utilisés par les neurologues, néanmoins, dans le Parkinson. Donc, il faut faire attention. Bon, c'est très rare, mais c'est une contre-indication absolue. Une des molécules IMAO, c'est la moclamine, le moclobémide. Bon, voilà, passons. En cas d'hypersensibilité connue, bien évidemment, une contre-indication absolue. Des contre-indications relatives, la grossesse et l'allaitement. Alors, c'est pas une contre-indication absolue. On peut prendre un antidépresseur, notamment de ces classes-là, et notamment un ISRS pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Juste, c'est de la discussion bénéfice-risque qui est étroite. N'hésitez pas à vous fier au site internet du CRAT, qui est bien connu, évidemment. Et j'ai échangé il y a quelques jours avec le docteur, il y a quelques mois, avec le docteur Sutter, qui est donc une de nos psychiatres bordelaises, qui est spécialiste de ces questions de grossesse et d'allaitement. Et globalement, la sertraline est un bon traitement dans ces circonstances-là, et safe du côté de la grossesse et de l'allaitement. Et donc voilà, peut-être si on avait un à privilégier, peut-être qu'on retiendrait celui-ci. Et en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, attention, c'est une précaution d'emploi, une adaptation posologique, bien entendu. Au-delà des contre-indications, dans les effets indésirables communs, j'en ai listé là de façon non exhaustive, on peut avoir une aggravation du tableau clinique à l'initiation du traitement. Globalement, vous mettez un traitement antidépresseur, vous allez donc provoquer un afflux de sérotonine dans le cerveau, et c'est ça qui peut être responsable d'une aggravation de l'anxiété, et également parfois, mais rarement, d'une apparition ou plutôt d'une aggravation des idées suicidaires. Alors ça, c'est en fait assez contesté, c'est assez controversé. Ce serait surtout vrai chez le sujet jeune. Donc, en gros, dans la population ado et jeune adulte, 18, 24 ans, quoi. Et c'est là où on a un petit signal. C'est pas si clair que ça. C'est assez controversé. Mais je voulais quand même vous le signaler. Néanmoins, ça doit pas du tout être un frein pour la prescription des antidépresseurs. Et je veux insister sur ce message. Oui, il y a une vigilance, notamment chez le sujet jeune, mais ça doit pas être un frein à la prescription des antidépresseurs. Deuxièmement, l'apparition d'un syndrome maniaque, hypomaniaque ou mixte, bien évidemment. Donc le virage de l'humeur qui viendrait en fait démasquer une dépression bipolaire. Troisièmement, tout un tas de symptômes qui sont fréquents, qui sont bénins, qui sont transitoires et qui sont en général de survenue précoce, c'est-à-dire soit à l'introduction de l'antidép, soit à l'augmentation de la dose. Là, j'en ai mis quelques-uns parmi les plus fréquents, comme les céphalées, les sueurs, les vertiges, les nausées, les douleurs abdos, les diarrhées. Globalement, c'est des symptômes qui sont pas graves et surtout qui s'atténuent et qui disparaissent avec le temps. Donc, il faut vraiment encourager le patient à continuer son traitement. Les effets indésirables sexuels.
qui peuvent être à la fois du retard à l'orgasme chez l'homme et la femme, et à la fois parfois quand même des troubles de l'érection, en fait, des troubles du désir, et donc chez l'homme de l'érection. Une prise de poids. Alors, la majorité des gens sous antidépresseurs ne prennent pas de poids. Je pense que ça aussi, il faut quand même avoir cette idée en tête. On en a même qui en perdent. Il y a même des pertes de poids sous antidép quand même. Voilà, mais on peut aussi avoir des prises de poids en général modérées. Donc, c'est de quand ça arrive, c'est de l'ordre de quelques kilos. Chez le sujet âgé, vigilance sur les hyponatrémies par un mécanisme de SIADH, voilà, et vigilance aussi sur le risque de saignement. En fait, en agissant sur la sérotonine, les antidépresseurs peuvent perturber l'agrégation plaquettaire, voyez, et donc augmenter par là même le risque de saignement en agissant non pas sur le temps de coagulation, mais sur le temps d'hémostase primaire. Et donc, évidemment, il faut avoir quand même ce truc en tête, notamment chez le sujet âgé, notamment s'il y a des chutes, notamment s'il y a une coprescription d'anticoagulants. Et puis, un syndrome qui est rare mais grave, c'est le syndrome sérotoninergique. Là, pour le coup, c'est un orage sérotoninergique. Là, c'est quand on a vraiment un surdosage, par exemple, au cours d'intoxication médicamenteuse volontaire. C'est en fait un syndrome du plus avec du plus comportemental, donc une agitation, des tremblements, une hypertonie, une mydriase, une tachycardie, une hyperréflexie, une hyperthermie, enfin bon bref, c'est du neurovégétatif en plus, quoi, côté plus. Pour rentrer dans les différentes molécules, donc je vous ai mis là parmi les plus connus, là j'ai repris les autorisations de mise sur le marché. Donc là, c'est les trucs carrés des autorisations de mise sur le marché. Le citalopram, donc le citalopram, c'est un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine, ISRS. On peut l'introduire à la dose de 20 mg par jour et la dose maximale est 40. Les citalopram, c'est le séroplex, on peut l'introduire à la dose de 10 mg par jour et sa dose maximale, c'est 20. C'est un ISRS aussi. La duloxétine, c'est un IRS-NA, donc sérotonine et noradrénaline. On l'introduit à 60 et son maximum, c'est 120 mg. La fluoxétine, c'est un ISRS. On l'introduit à 20 et le max, c'est 60. La myansérine, c'est un tétracyclique. On l'introduit à 30 et le max, c'est 90. La myrtazapine, c'est un cousin de la myansérine, c'est aussi un tétracyclique, c'est deux molécules qui sont très très proches chimiquement. On l'introduit à 15 et la dose max, c'est 45. La paroxétine, un ISRS, on l'introduit à 20 et la dose max est 50 mg par jour. La sertraline, un ISRS aussi, votre préféré apparemment, on l'introduit à 50 et la dose max est 200. La venlafaxine, c'est un IRSNA, donc sérotonine et noradrénaline. On l'introduit à 75 et la dose max c'est 375. Et la vortioxétine, c'est globalement un ISRS, même s'il y a une action multimodale un peu plus large. On l'introduit à 10 et la dose max c'est 20. Donc voilà pour les posologies telles que préconisées par les autorisations de mise sur le marché, donc qui sont reprises sur le Vidal. Et donc, je vais passer à quelques règles de prescription qui, là aussi, sont communes à toutes les classes des antidep et notamment celles qu'on a évoquées pour la première ligne et la deuxième ligne. D'abord, il est utile de faire un bilan préthérapeutique. Alors, le bilan préthérapeutique est formellement pas un vrai bilan préthérapeutique. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, avant de prescrire un antidépresseur dans ceux que je vous ai dit, absolument de faire un bilan préthérapeutique, notamment bio. Mais je le recommande néanmoins, d'abord parce que c'est un enjeu pour le diagnostic différentiel de la dépression, premièrement. Et donc, dans tous les cas, c'est quand même bien de le faire. Et deuxièmement, parce que néanmoins, vous avez vu, on a parlé d'hyponatrémie, on a parlé de quelques effets indésirables, de saignement. On a parlé donc, c'est quand même pas mal d'avoir au moins une valeur de référence. Donc, moi, je recommande évidemment de faire un bilan préthérapeutique clinique. C'est l'examen que vous faites de façon standard, mais qui comprend peut-être le poids, une tension artérielle notamment. Et puis, un bilan biologique standard. On n'oublie pas, voilà, avec
une NFS, bilan rénal, bilan hépatique, une fonction thyroïdienne, bien évidemment, voilà, au moins quelque chose de standard. Je recommande aussi de commencer en fait assez souvent le traitement à demi-dose. C'est-à-dire qu'en fait, sur la diapositive précédente, je vous ai mis les doses recommandées sur l'autorisation de mise sur le marché. Régulièrement, nous commençons à la moitié de cette dose. C'est-à-dire que, par exemple, je vous ai dit sur la diapositive tout à l'heure que pour la sertraline, l'autorisation de mise sur le marché disait de la commencer à 50 mg par jour. Eh bien, nous, souvent, on la commence à 25. Et ça, c'est vrai surtout chez les patients qui ont une présentation anxieuse, chez les sujets âgés et chez les personnes qui ont une insuffisance d'organes. Bon, alors, chez les personnes qui ont une insuffisance d'organes, rénale ou hépatique, logique, je vous apprends rien. Chez le sujet âgé, c'est somme toute assez simple, on va pas s'apesantir sur ça. On commence à peu près la grande majorité des traitements médicaux à dose plus faible, donc voilà. Chez le patient qui a une présentation anxieuse, éventuellement une présentation anxieuse ou suicidaire, d'ailleurs, c'est pas mal parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'afflux de sérotonine pouvait aggraver les tableaux cliniques. Donc, prendre la précaution d'y aller progressivement, ça diminue en fait le risque d'aggravation du tableau clinique, des idées suicidaires certes, mais surtout de l'anxiété. Voyez. Donc, chez le patient anxieux, soit qui a un trouble anxieux comorbide, soit qui a une dépression à caractéristiques anxieuses, c'est pas mal de commencer à demi-dose. Et je dirais même, j'en parlais justement à midi avec des collègues psychiatres, si on peut, vous voyez, c'est pas mal. Vous voyez, par exemple, de la sertraline, on fait de la sertraline 25 mg pendant une semaine, on revoit le patient et ça s'est bien passé, on passe à 50, qui est donc la dose classique d'introduction selon l'autorisation de mise sur le marché. J'en viens au point suivant, la réévaluation du patient. Avec bien évidemment, alors vous voyez idéalement, alors je ne sais pas ce qui est possible, ce qui n'est pas faisable dans vos consultations, mais voyez, revoir le patient au bout d'une semaine, c'est pas mal. C'est pas mal, ou avoir un contact téléphonique, ou avoir, vous voyez, c'est assez pas mal justement pour surveiller le risque d'exacerbation anxieuse ou d'aggravation du tableau clinique ou de virage, vous voyez, voilà. Oui, et évidemment de bonne tolérance du traitement. En première ligne, donc quand vous êtes médecin généraliste, vous prescrivez un premier traitement antidépresseur, l'objectif est simple, c'est la rémission. C'est-à-dire, c'est la disparition des symptômes. Si vous avez fait une psychométrie, on a dit tout à l'heure, vous voyez que par exemple sur l'échelle de Hamilton, elle était définie on définissait la dépression à partir d'un score de 10, donc 10 ou plus. Eh bien, l'objectif de cette première ligne de traitement antidépresseur, c'est de passer sous la barre des 10. Ou si vous avez compté les symptômes, on a dit qu'une dépression, c'était à partir de 5 symptômes, c'est passé sous la barre des 5 symptômes. Okay, c'est ça ce qui doit être votre objectif sur la première ligne de traitement antidépresseur. On essaie de rester en monothérapie antidépressive. Donc, en première ligne, on n'associe pas des antidép. Et, parenthèse, ça aussi, on en reparlera peut-être sur les questions, l'ajout d'un traitement sédatif, benzo ou antipsychotique n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait commencer votre traitement antidép en monothérapie sans benzo, sans antipsychotique. Voilà. Et cela, notamment, si vous êtes prudent, si vous le commencez à demi-dose et si vous réévaluez votre patient au bout d'une semaine. On se laisse une posologie X d'antidép s'évalue au bout d'un mois. Ce sont des traitements d'action retardée. On se laisse au moins 4 semaines avant d'évaluer une posologie d'antidép. Et on est pris par deux logiques. D'une part, la dose minimale efficace. Donc, on va rechercher la plus petite dose qui permet la rémission. Et d'autre part, la dose maximale tolérée. Autrement dit, si j'ai un patient qui a 50 mg de sertraline n'est pas en rémission et qu'il la tolère bien, eh ben, je vais passer à 100. Et s'il n'est pas en rémission et qu'il tolère bien, je vais passer à 150. Et s'il n'est pas en rémission toujours pas et qu'il tolère toujours bien, je vais passer à 200. Donc, je n'hésite pas à monter les doses à condition qu'il y ait une bonne tolérance et à condition qu'on reste évidemment dans les doses de l'autorisation de mise sur le marché. Voilà pour cette diapo de règles de prescription. J'ai rajouté deux choses. Lors d'un premier épisode dépressif caractérisé dans une vie,
la durée de traitement antidépresseur, on a souvent en tête le chiffre de 6 mois. C'est vrai, mais il faut rajouter 2 nuances. C'est 6 mois après la rémission, c'est pas 6 mois au total. Donc, c'est j'obtiens la rémission et je maintiens le traitement 6 mois en suivant. Et deuxième nuance, c'est 6 mois après la rémission à la posologie qui a permis la rémission. Donc, si c'est bien toléré, on ne diminue pas la posologie dans cet intervalle de 6 mois après la rémission. Alors souvent, parce que je fais de temps en temps des formations pour des médecins généralistes pour l'université, notamment, eh bien souvent les confrères et consoeurs médecins généralistes ont souvent cette idée de 6 mois sur la première dépression, mais souvent ils pensent que c'est 6 mois au total. Non, c'est pas ça. Et voilà, donc ça c'est un point important. J'ajoute que une fois qu'on a décidé de l'arrêter, eh bien, il faut une décroissance de dose progressive, donc en gros sur plusieurs semaines à peu près. Sinon, on s'expose à un syndrome de discontinuation avec des symptômes assez variables, physiques surtout en fait. Voilà, sueur, vertige, voilà, et parfois psychique, nervosité, anxiété, insomnie. Donc 6 mois après la rémission, à la dose qui a permis la rémission, une fois qu'on arrête, on arrête progressivement, en général au minimum sur plusieurs semaines et parfois sur plusieurs mois. Voilà. Ça me semble être un point important. C'est valable pour la première dépression. Et sachez qu'une fois que la personne en est à sa deuxième dépression et a fortiori à sa troisième dépression, là, les recommandations sont moins consensuelles. En général, on dit qu'à la deuxième dépression, il faut conserver le traitement 1 an après la rémission. Et en général, on dit qu'à partir de la troisième dépression, c'est un traitement antidépresseur au long cours. Mais autant il y a un consensus scientifique sur la première dépression et la durée des 6 mois, autant le consensus scientifique est moins ferme sur la suite, à partir de 2 épisodes et même a fortiori 3. Voilà un peu donc sur les règles de prescription, ça me semblait voilà, qui sont communes à tous les antidépresseurs qu'on vient de discuter en première ligne et en deuxième ligne. Alors, je voulais revenir un peu sur ce diapositive avec quelques spécificités des molécules. On va en passer en revue quelques-unes. On va commencer par les ISRS, donc qui sont la case bleue. Alors, j'ai pas de pointeur, mais bon, donc il va falloir suivre. Dans les ISRS, je vais commencer par. En fait, je vais vous dire juste le point un peu clé qui ressort pour chaque traitement. On va commencer par l'escitalopram. L'escitalopram, donc ISRS, qui est un traitement très prescrit, c'est un bon traitement, comme tous. Ayez une vigilance sur l'escitalopram, c'est que c'est l'ISRS qui allonge le plus l'espace QT sur le CG. Donc, c'est les 3 croix qu'il y a là. Alors, prudence, prudence, en fait, ne l'associez pas avec d'autres traitements qui allongent l'espace QT, notamment l'atarax, donc l'hydroxyzine, notamment les antipsychotiques qui soient de première ou de deuxième génération. Et pour les plus précautionneux, pourquoi pas faire un électrocardiogramme avant l'initiation et au bout de quelques semaines d'initiation, pourquoi pas s'assurer qu'il n'y ait pas d'hypokaliémie, enfin qu'il n'y ait pas de 10 kaliémie ou de 10 calcémie, surtout avec l'escitalopram. C'est la même chose pour son cousin qui est 2 lignes en dessous, c'est le citalopram, qui est en fait l'ancêtre de l'escitalopram, qui a les mêmes particularités. Entre les deux, on avait la sertraline. La sertraline, c'est un bon traitement qu'on prescrit beaucoup et que je vois vous prescrivez beaucoup. Voilà, il y a quelques papiers qui diraient même qu'il aurait une action anti-inflammation et anti-micro-inflammation cérébrale et donc anti-dépression inflammatoire. Mais bon, ça, c'est le domaine de la spécialité, donc je ne rentre pas dans ces détails. La paroxétine, c'est le seul qui a l'autorisation de mise sur le marché et dans la dépression et dans tous les troubles anxieux. Le problème de la paroxétine, c'est que c'est le plus anticholinergique de tous les ISRS. C'est pour ça c'est lui qui a le plus d'effets indésirables sexuels. Et c'est aussi pour cela qu'on sera le plus vigilant chez la personne âgée. Paroxétine, on n'en met pas trop parce que c'est le plus anticholinergique. Et donc, bien entendu, chez le sujet âgé, on fait attention. Il a une demi-vie courte, il expose donc volontiers à des syndromes de discontinuation, donc il faut être très progressif sur la diminution. La fluoxétine, c'est le Prozac qui est là.
Et alors lui, bon traitement aussi, il est un peu plus activateur. Donc dans les dépressions ralenties, il a son utilité, un peu plus activateur que les autres ISRS. Voilà, ce qu'on peut noter sur la fluoxétine, c'est aussi celui qui a la demi-vie la plus longue, donc qui expose le moins à des syndromes de discontinuation. Voilà. On l'utilise un peu moins quand il y a dans les troubles anxieux. Voilà, donc c'est plutôt un activateur plus qu'un anxiolytique, quoi, plus qu'un antidep à valence anxiolytique. Si on passe dans la colonne, dans la case pardon, du dessus avec les mix, donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, je vais surtout vous en parler d'un, c'est la venlafaxine. Voilà, donc attention, la venlafaxine à forte dose expose à de l'hypertension artérielle, donc il faut veiller à ce que la tension artérielle soit bien contrôlée. Et la venlafaxine a une demi-vie courte et donc elle expose aussi à des syndromes de discontinuation volontiers. Et puis, je terminerai par la mirtazapine et la myoncérine en bas. Vous savez, c'est les tétracycliques, donc c'est la colonne verte. Donc, deux molécules voisines. Elles ont quelques avantages et elles ont les inconvénients de leurs avantages. Ce sont des molécules qui calment bien l'anxiété au risque d'être sédatives. Ce sont des molécules qui augmentent l'appétit au risque de faire prendre du poids. Et ce sont des molécules qui sont faiblement anticholinergiques. Tout ça, on fait des molécules intéressantes chez le sujet âgé qui a volontiers une dépression anxieuse, qui mange peu, voilà, et qui dort mal. Voilà. Donc la mirtazapine et la myoncérine sont des traitements qui se prennent plutôt le soir, qui se même prennent tout à fait le soir, même s'il y a une petite marge. Voilà pour les particularités. Encore une fois, vous retrouverez ce tableau avec les classes, les DCI, les noms de marques. Est-ce qu'ils existent en solution buvable? Est-ce qu'ils sont plutôt activateurs ou sédatifs? À quel point ils font prendre du poids? J'oubliais la myoncérine et la mirtazapine par des effets antihistaminiques font prendre du poids. C'est vrai, il faut le dire. Quels effets ils ont sur le comportement sexuel? Est-ce qu'ils exposent à de l'hypotension orthostatique? Est-ce qu'ils sont anticholinergiques? Est-ce qu'ils augmentent l'espace QT? Avant de, alors oui, je voulais parler une fois que, si vous voulez, si avec ce premier traitement antidépresseur, vous n'avez pas obtenu de rémission, donc de disparition de la dépression telle qu'on l'a évoqué plus tôt, la recommandation, c'est pas une combinaison, c'est pas une association, c'est un switch de traitement. Et là, on passe donc à un antidépresseur de deuxième ligne. Il faut piocher dans les mêmes molécules et les mêmes classes que celles qu'on a évoquées pour la première ligne. Ce sont les mêmes exactement. Et les recommandations nous disent, soit vous piochez exactement dans la même classe, soit vous piochez dans une classe différente. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez mis un ISRS, soit vous changez, vous switchez, vous mettez un autre ISRS. OK. Soit vous changez, vous switchez, vous mettez un IRSNA ou un tétracyclique. OK. Les recommandations ne tranchent pas. Est-ce qu'il faut rester dans la même classe ou changer de classe? À ce jour, c'est pas tranché. Les deux sont légitimes, les deux sont licites, mais en tout cas, ne combinez pas, switchez et allez vers une autre classe. On vous a mis un site qui permet concrètement de vous dire comment on fait pour faire le switch, comment on diminue la dose du premier, comment on augmente la dose du deuxième. Il s'appelle Psychopharma, c'est un site d'accès libre. On vous a mis le site ici et sur recommandation d'Ariane, on vous a mis une capture d'écran de cette application, de ce site internet, pardon. Vous voyez, on vous dit la molécule d'où l'on part, par exemple la sertraline, la molécule d'où l'on va, par exemple la venlafaxine, et on vous dit comment faire, par exemple un switch croisé avec une diminution progressive de la sertraline sur 1 à 4 semaines. C'est assez vague, mais voilà où on est là, Psychopharma. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette application. Avant de terminer, quelques mots sur des populations particulières. Chez l'enfant de plus de 8 ans et l'adolescent, seule la fluoxétine a l'autorisation de mise sur le marché. Voilà un point important. Chez la personne âgée, on peut utiliser soit les tétracycliques, donc myoncérine, mirtazapine, comme je vous en ai parlé, soit les ISRS, en évitant la paroxétine parce que je vous ai dit qu'elle était la molécule la plus anticholinergique. Voilà, les recommandations ne tranchent pas sur l'un ou sur l'autre, voyez. Si on a une insuffisance rénale hépatique ou une pathologie cardiovasculaire comorbide, toutes ces molécules sont envisageables. Il y a plutôt quelques papiers qui nous disent que la sertraline serait la plus safe.
Voilà, donc c'est pas une faute de mettre les autres, mais peut-être qu'en première intention, on irait sur la sertraline. Et en cas de douleur neuropathique, vous savez, l'intérêt des IRS-NA, et donc notamment de la duloxétine, surtout, qui a l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, et de la venlafaxine un peu. Voilà pour les populations particulières. Je ne pourrais terminer ce topo sans dire que même si aujourd'hui la commande était de parler des traitements antidépresseurs, les autres traitements ont toute leur place. Je pense à l'hygiène de vie. Vous connaissez l'importance, ça aussi on pourra en reparler si vous le souhaitez, de l'alimentation, les oméga 3, le régime méditerranéen, du sommeil, une bonne hygiène de sommeil, de l'activité physique 2 à 3 fois par semaine, au moins une demi-heure. Vous connaissez la place centrale des psychothérapies, notamment des thérapies cognitivo-comportementales, mais pas que. Vous connaissez la possibilité de luminothérapie, par exemple avec des lunettes de luminothérapie, notamment pour les dépressions hivernales. Vous connaissez la place de la neurostimulation, la RTMS, c'est les ultrasons ou les ECT, c'est du courant électrique, on appelle aussi la sismothérapie, et bien entendu l'importance des interventions sociales, médecine du travail, médecin scolaire, et puis bon, tout le spectre de l'intervention sociale. Eh bien, je crois que j'en ai terminé presque dans les temps, puisqu'il est 20h46. Et avant de relaisser la parole à Ariane et surtout à vous pour vos questions, eh bien, je tenais à remercier à la fois le Congrès français de psychiatrie pour sa confiance une nouvelle fois renouvelée, notamment à Nathalie Isabelle, remercier l'ISNAR IMG pour votre invitation commune. Moi, je suis vraiment ravi toujours de parler à des médecins généralistes et à des internes de médecine générale, et puis évidemment l'organisme Carco pour son organisation. Voilà, chère Ariane. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que c'était très clair et je vois qu'il y a quand même pas mal de questions dans le chat. Il y en a quelques-unes auxquelles vous avez déjà répondu, notamment sur est-ce qu'il fallait faire un ECG. Vous avez plutôt dit que c'était pour, par exemple, les citalopram, calonge le QT, etc. La psychothérapie, finalement, vous l'avez évoqué aussi à la fin. Ce qu'on pourrait demander, c'est, par exemple, il y a beaucoup de questions sur la décroissance. Il y a quelqu'un qui demandait la sertraline, par exemple, tous les combien de temps on diminue? Comment on fait, surtout si quelqu'un avait la posologie minimale d'emblée? Comment on fait pour faire une décroissance si on était déjà à la dose minimale d'emblée? Oui. Alors, ce qu'on a dit pour resituer, c'est que donc une fois qu'on décidait avec le patient d'arrêter le traitement antidépresseur, il était recommandé de faire une décroissance progressive et non un arrêt brutal. Est-ce qu'il y a des recommandations et des choses tout à fait franches sur le rythme de décroissance? Non. Donc c'est pas extrêmement clair. Imaginons, prenons le cas de la sertraline. Donc, on a dit que le patient a répondu à une dose minimale. Donc, j'imagine qu'on doit être autour de 50 mg par jour. Très prosaïquement, si le patient prend la sertraline depuis quelques mois, personnellement, je diminuerai à 25 mg. Il y a des gélules de 25 pendant un mois et j'arrêterai. Voilà. Si le patient prend de la sertraline depuis quelques années, je serai peut-être un petit peu plus lent, donc je passerai à 25 mg pendant 2-3 mois et puis j'arrêterai. Voilà. Donc, il y a pas de recette absolue. Chacun fait un peu comme il veut, comme il le sent, comme il peut. L'idée, c'est d'être progressif. Deux, plus on est à dose forte initiale, plus évidemment on est progressif. Et plus le patient prend le traitement depuis longtemps, plus on est progressif. Voyez. Mais globalement, si on le prend depuis quelques mois, une décroissance sur quelques semaines me semble pas mal. Et si on le prend depuis quelques années, une décroissance et un arrêt sur quelques mois me semble pas mal. Voilà. Ok, c'est assez clair. Super. Et puis après, ça se discute avec le patient aussi, bien sûr, de comment il l'envisage souvent. Il y a Oui. une autre question aussi. Oui. Oui, et peut-être pour ajouter, pardon, mais là, c'est un sujet un peu plus technique. Ce que je vous ai introduit un peu rapidement, c'est en fait plus un antidépresseur a une demi-vie courte, plus il expose au risque de discontinuation et donc au syndrome de discontinuation et donc doit nous pousser à être plutôt lent sur l'arrêt. Et plus un antidépresseur a une demi-vie longue, moins il expose au risque de discontinuation et plus on peut être rapide sur l'arrêt. Et donc, par exemple, vous voyez, on sait que la paroxétine et la venlafaxine sont à l'extrême des demi-vies courtes. Donc, il doit être vigilant sur le syndrome de discontinuation. Et on sait qu'à l'autre extrême, vous avez la fluoxétine et la vortioxétine qui, elles, ont des demi-vies longues, donc exposent moins au syndrome de discontinuation. Voilà. Bon, c'est un peu technique, mais bon, voilà.
OK. Merci pour le détail technique. Après, il y a quelqu'un qui demandait du coup, après combien de temps on décrète que le traitement finalement est inefficace? C'est que d'abord on augmente un peu la posologie petit à petit, au bout de 1 mois ou 2 si on voit que c'est inefficace et au bout de combien de temps vraiment on part vers le switch du coup, je suppose? Alors, très bonne question très bonne question. On juge de l'absence d'efficacité d'une dose une fois qu'on a passé 1 mois à cette dose. Premier sujet. Deuxième sujet, on juge qu'un traitement est inefficace si et seulement si on l'a conduit à la posologie max. C'est-à-dire que moi, je ne dirai jamais que la sertraline est inefficace si je ne l'ai pas conduite jusqu'à sa dose maximale, c'est-à-dire 200. Et en première ligne, je n'envisagerai jamais de switch de la sertraline vers un autre traitement si je n'ai pas atteint les 200. Et si à 200, je juge que c'est inefficace, ou en tout cas que ça n'a, et même plus précisément, que la rémission n'a pas été atteinte. Si je prescris de l'escitalopram, on en a parlé, enfin, il y en a quelques-uns qui en prescrivent beaucoup. Voilà, je vais peut-être l'introduire dans l'AMM à 10, sinon à 5. Si je l'introduis à 10, je vais me laisser 1 mois pour voir si ça permet une rémission. Ça ne permet pas une rémission, je vais peut-être faire un petit palier à 15, aller assez rapidement à 20, et 20 qui est la dose maximale. Et je ne conclurai pas que l'escitalopram est inefficace tant que je n'ai pas laissé mon patient pendant au moins 1 mois sous 20 mg, la dose max d'escitalopram. Donc voilà, donc il y a une importance pour une molécule d'aller jusqu'à la dose maximale avant de conclure son efficacité, d'attendre au moins 1 mois à cette dose maximale. Dans certaines études, vous savez, quand les labos pharma font des études, ils se laissent même 6 semaines pour être vraiment sûr d'atteindre un effet s'il y en a un. Donc, voilà. Le seul truc qui peut nous faire switcher de traitement sans avoir atteint la dose efficace, la dose maximale, pardon, c'est si malheureusement il y a des problèmes de tolérance du traitement. Et là bien entendu, on ne va pas monter à la dose max si une dose inférieure est mal prise, est mal acceptée. Mais voilà. Mais sinon, on monte à la dose max. Ouais. OK, c'est beaucoup plus clair. Il y a quelqu'un qui pose la question de si du coup on s'aperçoit du virage maniaque, donc au bout d'une semaine ou un peu plus, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on switch vers un autre traitement? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la prise en charge à faire du patient du coup? Alors c'est une bonne question. Si je voulais faire une mauvaise blague, je dirais vous l'adresser à un médecin psychiatre, mais bon, je crois que c'est pas simple. Non. Alors non, oui. Alors bon. Donc s'il y a un virage hypomaniaque, maniaque ou mixte, la première des choses c'est de s'en rendre compte. Donc s'en rendre compte, ça veut dire réévaluer son patient. La deuxième des choses, c'est arrêter le traitement. Donc le traitement anti-DEF, c'est stop, et là c'est stop brutalement. C'est-à-dire que là, on ne prend pas la précaution d'un arrêt progressif. Le rapport bénéfice-risque est en faveur d'un arrêt brutal du traitement. Et ensuite, l'idée, c'est au moins sur la phase initiale d'introduire un traitement sédatif, enfin, au minimum un traitement sédatif, voire même un traitement anti-maniaque. OK ? On va rester simple. Dans ces circonstances-là, il y a une classe de thérapeutiques qui combine à la fois des propriétés sédatives et à la fois des propriétés antimaniaques. Sédative parce que dans un virage maniaque, l'important, c'est faire dormir. Donc, que le patient dorme. De toute façon, dans le virage maniaque, spontanément, il ne dormira pas. Et antimaniaque parce qu'il faut terminer l'orage maniaque qu'il y a dans le cerveau. Donc, se tourner vers les antipsychotiques de deuxième génération est une bonne idée. Donc, on arrête le traitement anti-DEP, on initie un antipsychotique de deuxième génération avec pour objectif premier de faire dormir, un objectif second d'abraser un peu l'état de façon générale. Et parmi ceux-ci, l'olanzapine est une possibilité, la quetiapine est une possibilité, l'aripiprazole est une possibilité, la risperidone est une possibilité. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, néanmoins, un virage de l'humeur, c'est une vraie indication pour un avis psy. Vraiment. Voilà. Donc après, s'il est léger, je pense que ça peut être, s'il est léger avec un bon entourage et une bonne adhésion du patient, je pense que ça peut être gérable peut-être en soins primaires, mais bon, après, ça peut même être un motif d'adressage dans un service d'urgence.
très bien. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande du coup le Brintellix, à quel moment c'est pertinent? Quelle serait plutôt son indication? Celui-là, on n'en a pas trop parlé. Oui, alors donc la vortioxétine, donc en fait c'est le dernier antidépresseur qui a été prescrit qui est apparu sur le marché. Alors c'est un antidépresseur qui a sa place globale, qui a tout à fait sa place en première ligne. Donc on peut tout à fait se tourner vers de la vortioxétine, comme on peut se tourner vers de la fluoxétine, de la sertraline. Tout ça est tout à fait envisageable. Euh, il a l'autorisation de mise sur le marché dans la dépression, pas dans les troubles anxieux. C'est un bon traitement antidépresseur. Il a l'avantage de ne pas avoir ou peut avoir d'effets indésirables sexuels et de ne pas ou peut faire prendre de poids. Donc sur ces deux effets indésirables, ça, c'est une molécule intéressante. C'est aussi une molécule à demi-vie longue, donc il peut s'arrêter assez facilement, assez brutalement. Donc voilà. Donc là, vortioxétine est une molécule intéressante. Si vous mettez de la vortioxétine, le seul point, c'est que c'est une molécule qui est très sérotoninergique, donc qui peut exposer à des syndromes, voyez, à des effets sérotoninergiques, notamment des nausées ou des vomissements, qui a un effet indésirable assez marqué avec ce traitement. Donc la précaution, dans l'autorisation de mise sur le marché, on peut le commencer à 10 mg par jour. Moi, voilà, je le commencerai volontiers à 5 mg par jour. Là aussi, pendant une semaine, si ça se passe bien, on passe à 10. Au bout de 10, on attend un mois pour évaluer l'efficacité. Si ça suffit pas, on passe une semaine à 15, puis ensuite à 20. Voilà. Donc, vortioxétine, très bon traitement. Il a tout à fait sa place en première ligne et en deuxième ligne. Après, il y a des questions sur les populations un peu particulières. Du coup, si on suspecte un dépressif chez l'enfant ou l'ado, quand est-ce qu'on commence les antidépresseurs? Il y avait aussi une question sur quel antidépresseur mettre dans le TCA, mais bon, sur les populations particulières. Ouais. Alors c'est des questions complexes que vous posez. Alors sur l'enfant et sur l'ado, c'est complexe déjà parce que donc je suis pas pédopsychiatre, donc c'est pas ma population. Je vous ai dit que l'autorisation de mise sur le marché était sur la fluoxétine. Le message quand même clé chez l'enfant et chez l'ado, c'est que le traitement de la dépression chez l'enfant et l'ado, c'est quand même à 90% un traitement de psychothérapie et un traitement de prise en charge systémique, donc psychomote, psycho, enfin vous voyez, c'est quand même largement ça. Et autant chez l'adulte, moi j'ai aucun problème à aller rapidement chez un traitement antidépresseur, notamment si on est dans une dépression moyenne ou sévère. Autant chez l'ado, je pense que d'abord vraiment, il faut que les mesures non médicamenteuses psychothérapeutiques soient mises en place et c'est essentiel. Et voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a une discussion. Est-ce que, vous voyez, si on est médecin généraliste et qu'on veut introduire un traitement anti-DEP chez l'enfant ou chez l'ado, est-ce que finalement, c'est pas des situations qui nécessitent un avis psychiatrique? Moi, je suis quand même plutôt de cet avis-là, hein, de se dire, si vous vous dites, OK, je suis en situation d'échec de la psychothérapie, de tout ça chez l'enfant, chez l'ado, je veux introduire un anti-DEP. Est-ce que c'est quand même pas plus prudent d'avoir un avis au moins téléphonique d'un médecin psychiatre? Je pense que quand même c'est peut-être pas mal. Et voilà. Et si on en met un en cas de symptomatologie sévère et résistante à l'accompagnement non médicamenteux, comme je vous l'ai dit, c'est la fluoxétine qui a l'autorisation de mise sur le marché. Vous commencez bien évidemment à petite dose, donc donc vous avez la dose d'introduction chez l'enfant et chez l'ado, c'est 10 mg. La fluoxétine existe en solution buvable, donc parfois on commence encore moins que ça en passant par des gouttes. On commence à 5 mg, voire pour les plus prudents à 1 mg, donc une goutte. Vous voyez, donc c'est quand même un maniement assez complexe. Voilà. Donc voilà pour la fluoxétine et pour l'enfant et l'ado. Et voilà. Et pour l'enfant et l'ado, vous revoyez surtout votre patient. Hein, pour le coup, là, c'est important. Vous le revoyez au bout d'une semaine. Vous voyez, ça, c'est important. Et sur les troubles du comportement alimentaire, bon, bah, là aussi, malheureusement, les traitements fonctionnent mal quand on a une comorbidité d'un trouble du comportement alimentaire. Voilà, il faut le dire. Là aussi, en première intention, l'accompagnement, il est non médicamenteux, psychothérapeutique. Là aussi, à mon sens, c'est un motif d'avis et de consultation psychiatrique, vraiment. Et sur les troubles du comportement alimentaire, s'il y en a un qu'on peut retenir un peu, c'est la fluoxétine, là encore, qui a montré dans quelques papiers, même si ça a été contredit, ensuite qu'il y aurait une efficacité en fait sur le versant
boulimie et hyperphagie boulimique. Et donc, il y aurait un intérêt de la fluoxétine dans ces contextes-là. Voilà. Mais là aussi, non médicamenteux d'abord et avis spécialisé quand même volontiers, voilà, à mon avis. OK, et justement, vous parliez pas mal du coup des mesures, non pharmacologiques pour les jeunes. La luminothérapie, il y a quelqu'un qui nous demande comment est-ce qu'on prescrit ça? Comment ça se passe? Qu'on connaît pas trop, Euh, je pense, nous. Alors moi, dans mon service, j'ai équipé tous nos patients font la luminothérapie tous les matins, donc dans la salle commune. Alors, si vous voulez, il y a deux façons. Il y a des lampes de luminothérapie qu'on peut acheter sur Internet, qu'on peut acheter à Cultura, Nature, je sais pas quoi, voilà. Et sinon, il y a une boîte qui fait des lunettes de luminothérapie. C'est le nom commercial, c'est des luminettes. Et voilà, c'est pas mal. Nous, on a acheté ça dans notre service. Donc la luminothérapie, donc on peut le prescrire sur une ordonnance. Néanmoins, c'est pas remboursé. En tout cas, pas par la Sécu. Est-ce qu'il y a certaines complémentaires qui éventuellement pourraient rembourser l'achat? Pourquoi pas? Les coûts, en fonction de si on a une lampe ou des lunettes, sont variables. Je crois entre une cinquantaine d'euros et 200 euros. Voilà, donc c'est variable. Et donc, juste le truc, c'est qu'il faut le faire une demi-heure tous les jours, tous les matins. Voilà. Soit avec sa lampe de luminothérapie, soit avec ses lunettes de luminothérapie. Si on a des lunettes, on peut faire autre chose, on peut lire, par exemple. Et voilà. Et ça marche bien dans les dépressions saisonnières. Vous savez, les gens qui nous disent, bah, moi, je suis déprimé, typiquement en novembre, décembre, janvier. Parfois, on fait de la luminothérapie et ça suffit en traitement exclusif de la dépression saisonnière. Et dans tous les cas, ça peut être un traitement d'appoint qui est intéressant. En général, les patients y adhèrent bien, ils aiment bien. Et voilà, il y a pas. Alors, il faut surveiller. Il y a un petit risque faible de virage maniaque de l'humeur sous luminothérapie, donc attention. Mais c'est un risque très faible. Et s'il y a des problèmes ophtalmo, une cataracte ou des pathos ophtalmo, c'est bien de demander l'avis à l'ophtalmo avant. Voilà. OK, ça marche. Ensuite, il y a plusieurs questions là à la fin sur est-ce qu'il faut mettre du coup une benzo en même temps que l'antidépresseur à l'introduction ou pas? J'ai l'impression que vous avez dit pas forcément systématiquement, mais il parlait notamment pour les gens à risque de suicide. Est-ce que ajouter la benzo, ça aide un petit peu justement? Ouais. C'est une excellente question. Question. La doctrine, la ligne générale, c'est de dire que on peut très bien initier un traitement antidépresseur sans molécules adjuvantes. Et cela notamment quand on est en première ligne ou en deuxième ligne. Et cela d'autant plus qu'on va l'introduire à demi-dose, comme je vous ai dit, et cela d'autant plus qu'on va réévaluer son patient facilement, voilà, dans les jours suivants. En général, je vais vous dire, quand moi j'introduis un traitement antidépresseur, en général, je l'introduis sans traitement adjuvant. Ok, donc je l'introduis, par exemple, sertraline seul sur l'ordo. S'il y a un risque suicidaire qui est vraiment compliqué, donc d'abord, là aussi, à mon avis, c'est un motif de consultation psychiatrique. Passons, parenthèse. Si vous le gérez en MedG, vous prenez les précautions que je vous ai dites. Et là, pourquoi pas co-introduire un traitement sédatif. Historiquement, on introduisait souvent des benzos. Pourquoi pas? On peut aussi introduire de l'hydroxyzine, vous savez, donc cette antihistaminique de première génération. Pourquoi pas? Et on peut aussi introduire un antipsychotique de deuxième génération à faible dose. Vous voyez, par exemple, olanzapine 5 mg, par exemple, risperidone 0,5 ou 1, par exemple, kétiapine 50 ou 100. Vous voyez, et donc voilà, un traitement qui va sédater un peu. Voilà, sur les benzos, sachez que là aussi, il y a une controverse. Historiquement, on prescrivait volontiers des benzos. Vous connaissez par cœur les risques de dépendance, tout ça, qui fait que la prescription est plutôt en diminution. Et il y a même quelques papiers qui disent que peut-être que les benzos augmentent le risque suicidaire en désinhibant. Voyez, voilà. Donc, moi, voyez, si j'ai un patient avec dépression qui a un risque suicidaire élevé, je vais plutôt co-prescrire un antipsychotique, voilà, à faible dose, qui va un peu tasser. Et dans les antipsychotiques, si vous avez vraiment un risque suicidaire qui vous préoccupe, l'antipsychotique le plus efficace sur le risque suicidaire, c'est la siamémazine, c'est le tertian.
voilà, qui est pour le coup un antipsychotique de première génération, qui n'a pas d'effet bénéfique sur l'humeur, contrairement à ce que pourraient avoir les antipsychotiques de deuxième génération que je vous ai cités précédemment, mais qui, dans la crise suicidaire, est peut-être le plus indiqué. J'en ai pas trop parlé justement parce que je sais que vous allez parler de la crise suicidaire et de la dépression suicidaire sur un autre tempo, mais voilà. L'idée générale, c'est que monothérapie d'antidep, oui, plutôt. Sinon, vous pouvez prescrire une molécule sédative s'il y a une charge anxieuse forte ou des idées suicidaires. Et s'il y a un phénotype suicidaire, j'irai plutôt vers un antipsychotique, siamémazine ou AP2G, plutôt que vers des benzos. Voilà. Ok. Peut-être on va prendre juste une dernière question. J'ai vu plusieurs fois la question sur quand on a une addiction, du coup, comment on fait? Parce que vous disiez qu'il faut éliminer du coup le risque d'addiction dans les causes de dépression. En même temps, parfois, enfin, c'est un peu intriqué, quoi. Ouais, Comment faire ça? ouais, absolument. Alors, si vous voulez, en fait, c'est surtout l'idée de dire que il y a des situations où on voit clairement que la symptomatologie dépressive est apparue de façon postérieure à une consommation chronique et importante d'alcool ou à une consommation chronique et importante de cannabis. Voilà. Dans ces situations-là, il faut vraiment privilégier le soin addicto et ne pas aller surmédiquer, ne pas aller surprescrire des antidep, sachant qu'en fait, la problématique n'est pas là. Voyez. Après, vous pouvez aussi avoir des deuxième situation où la dépression préexiste l'addiction, c'est-à-dire où on est d'abord déprimé et où on développe ensuite un usage problématique d'alcool ou de cannabis, souvent avec une valence autothérapeutique. Et dans ce cas, la pertinence du traitement de la dépression, y compris par antidep, est essentielle, puisque le primum movens, le premier mal, est celui-ci. Et vous avez ensuite des situations où là, c'est le bazar, c'est intriqué. Vous avez et de la dépression et de l'addiction et vous savez pas ce qui est de la poule et de l'œuf. Et dans ce cas, on recommence ce qu'on appelle le soin duel. C'est-à-dire qu'on prend en charge à la fois la dépression, à la fois l'addiction, donc à la fois avec du soin psychiatrique, à la fois avec du soin addicto. Et donc, pour ce qui nous concerne dans la soirée, on introduit un traitement anti-DEP, tout en sachant malheureusement qu'une prise de produits toxiques synchrone du traitement antidépresseur va considérablement réduire l'efficacité de ce traitement. Voilà. Bon, je pense que c'était la dernière question. Malheureusement, on n'a plus le temps d'en prendre d'autres, mais je pense qu'on a répondu à une bonne partie des questions du chat. Donc, merci beaucoup. C'était une présentation très intéressante. Je pense que ça nous a apporté vraiment des réponses concrètes en tant qu'interne et en tant que médecin généraliste. Et voilà, je vous laisse peut-être conclure et on va vous laisser. Non, écoutez, que dire à part que j'ai été ravi de faire cette session, y compris en visio. Et voilà, merci encore, merci pour votre invitation et pour ce moment très agréable. Et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.